Ça y est, on a enfin résolu le débat du GOAT hier. Non, ce n'est bien sûr pas Novak Djokovic, ce n'est pas Rafael Nadal, ce n'est surtout pas Roger Federer, c'est Lance Davis, l'apiculteur. Oui. Débrief des quarts de finale complètement fou. Mon pronostic pour les demi, ce sera samedi soir. Je te laisse claquer ton meilleur poupousse et on attaque juste après ça. Et on attaque avec le premier quart de finale, donc c'est celui qui s'est déroulé il y a quelques heures maintenant, Medvedev-Rune, et on a eu un petit dramounet entre les deux hommes, pas forcément super étonnant vu le caractère de cochon de Rune et de Medvedev. On va commencer avec la première palette et le surjeu de Rune, et notamment sur sa deuxième balle, il est à 6 doubles fautes, 0 ace, 38% derrière sa deuxième balle. En plus, il n'a pas eu un pourcentage de première suffisamment élevé pour pouvoir se protéger. Daniil qui a été très bon dans son positionnement, il a beaucoup alterné, varié, que ce soit à 4 mètres de la ligne de fond ou même parfois à couper la trajectoire. Nouvelle strat, nouvelle méta du côté du russe depuis l'Open d'Australie. Illustration parfaite ici sur une balle de break à 5 partout. Daniil qui est initialement positionné à 4 mètres de la ligne de fond. Et au moment du lancer, donc Rune n'est plus vraiment attentif sur la position de Daniil. On va faire une petite course ici, on va coller à la ligne. Et puis un chop vénéneux milieu du court pour forcer, pour extraire la faute du côté de Rune. Ça fait le break. Le dramounet est intervenu sur le premier point du deuxième set. Rune qui a allumé Medvedev au filet, qui s'est vite fait excusé. Et Daniil, pas satisfait de cette juste simple excuse, donc il est resté au filet pendant quelques instants, il a fait comme ça, je te check hein, mon gros là, je vais pas te lâcher. Ça s'est résolu plus ou moins juste après, on revient au tennis, on est au début de la deuxième manche, et Medvedev qui va lâcher le break en premier, 3 grosses fautes directes en revers, dont ici, dans cette position en revers croisé, donc c'est pas un match parfait du tout, j'ai trouvé de la part de Daniil, une protection moyenne, j'ai envie de dire comme d'habitude sur son service, c'est un secteur qui a vraiment baissé depuis son prime en 2021. Alors certes, la surface est lente, mais on a un pattern. Mais en fait, il a tellement de qualité de relance et je trouve qu'il a progressé dans ce secteur avec plusieurs variations désormais possibles, disponibles en fonction du moment du match. Il peut rentrer dans la tête de son adversaire. C'est plus une cible statique à 5 mètres de la ligne de fond, donc c'est vraiment un gros progrès. Donc Medvedev qui passe avec son niveau moyen sans trop trembler dans cette partie, et puis il s'est fait un nouveau copain en la personne de Rune. Je pense qu'il y a une petite bromance inévitable entre les deux vu le caractère des bonhommes. La plus belle performance tactique et stratégique de la soirée est à mettre au crédit de Tommy Popol. Je vais vous surprendre, mais j'ai trouvé sa performance royale. Alors dans le deuxième c'était un peu moins bon, je vais vous expliquer pourquoi, mais d'abord on est dans la première manche et Tommy Paul va décider de rentrer dans une guerre de territoire. C'est le thème essentiel de cette partie, donc break d'entrée. Il a décidé, Tommy Paul, de tout prendre en demi-volée et surtout de ne pas laisser Casper Ruud ancrer ses appuis. C'est là qu'il est le plus dangereux, c'est pas un joueur de main, de technique, c'est un joueur de sol, de transfert. Quand il est bien ancré sur son coup droit, bon c'est un peu à la mode Rafael Nadal, il est redoutable, donc il faut le déplacer, il faut l'empêcher de faire ça à tout prix. Et Paul a eu recours à 2 stratégies complémentaires pour asseoir sa domination initiale. La première c'était d'attaquer côté revers Casper Ruud, de le forcer à slicer et de terminer au filet, ou alors tout simplement fixation côté revers, et dès qu'on a une balle un tout petit peu attaquable, on avance d'1 mètre et on termine côté fort. Et quand vous avez un joueur qui est très fort côté coup droit, quand vous avez un joueur qui a tendance à se décaler sur sa gauche pour jouer un maximum de coups droits, vous devez avoir dans votre arsenal le revers long ligne, et ça c'est une grande qualité aussi du joueur américain. Le deuxième set va être marqué par une chute de niveau et un vent qui va se lever, qui va faire tourbillonner la balle. On voit la balle beaucoup bouger, surtout après le rebond, et ça va permettre à Casper Ruud d'ancrer enfin ses appuis, de faire passer son bras, d'exploser côté coup droit. Excellent troisième set, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais je pense que l'une des clés de cette opposition, ça a été la volonté, le côté offensif de Tommy Paul, qui est sur un très joli volume au filet. Il est à 26 sur 41, ça a été très important pour lui pour casser les échanges. Et Ruud qui va finir par craquer devant cette opposition avec 4 énorme faute en coup droit, son secteur le plus fort, le plus solide. Habituellement on est dans le 8e jeu, et le fun fact pour terminer cette partie, c'est que Tommy Paul a cassé son cordage sur son dernier service. Il a frappé 2 coups de raquette pour remporter sa balle de match. Il va montrer donc ce cordage à son coach juste après sa victoire. Franchement Tommy Paul c'est sympa à regarder quand il est alerte comme ça, très offensif, qui va au filet. Si vous connaissez peu ou pas, je vous invite à regarder davantage de matchs de ce joueur. Troisième quart de finale, la démontada de la part de Jannik Sinner, qui a limité les HK à 30% derrière sa deuxième balle. Il l'a concassé, il en a fait du petit bois,
et notamment sur sa qualité d'allonge, son œil, son timing qui est tout à fait élite. Ça nous rappelle bien sûr Novak Djokovic. L'autre stat qui illustre parfaitement cette asphyxie, ce sont le nombre de fautes directes de la part de Lehecka. Il est à 35 fautes directes sur 2 petits sets simplement. Personne actuellement ne peut résister à la cadence infernale de Jannik Sinner. Là vous le voyez, bien compact, bien bas sur les appuis. On a une grosse accélération du joueur tchèque. Mais non, hein, il ne faiblit pas. Et ce qui est sidérant avec lui, c'est que malgré la vitesse qu'il imprime sur le jeu, il conserve sa lucidité. Il sait quand activer la petite amortie, le petit slice. Donc il y a une limpidité, il y a une clarté évidente dans son jeu. Il est en pleine confiance, hein, ça se voit, c'est effrayant. Alors d'après l'interview d'après-match, il dit « Bon, parfois mon service, ça dépend des matchs. Hein. Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Là, ça a été très bon. Il est à 85% derrière sa première balle. Il a su activer son gros service dans l'un des très rares moments chauds de cette rencontre. Et ce qui doit faire flipper en amont de ces demi-finales, c'est à quel point il est affamé. Hein. Regardez la petite bave aux lèvres. Il est très très chaud. Alors jusqu'à quand va-t-il pouvoir jouer comme ça? Parce que clairement, actuellement, c'est le meilleur joueur du circuit. Mes très chers Goats, nous pénétrons désormais dans le domaine du paranormal amateur de X-Files. Cette séquence est pour vous, regardez-moi ce flow. Alors ça me fait penser à l'acteur de The Room également, avec les lunettes. Donc on a eu une interruption d'1h48 pour une invasion d'abeilles sur le match entre Zverev et Alcaraz. Donc on était comme des obs, comme ça, là, à minuit, minuit et demi, ça ne repartait pas, c'était n'importe quoi. Alors oui, il y a eu un match, on va en parler, c'est évident, mais la star, la vraie craquito de cette rencontre, c'est Lance Davis. Avec son petit spray là magique, et surtout il a pris tout son temps comme ça pour aspirer les abeilles, il en avait rien à carrer, le flow est légendaire. On rigole, mais Alcaraz s'est fait piquer sur le front. Il y a peut-être eu d'ailleurs un moment où on savait pas si ça allait pouvoir reprendre, donc grosse vague d'inquiétude pour cette invasion d'abeilles. On reprend la partie, donc après 1h48 d'interruption, vous l'avez compris, et Zverev qui s'est fait concassed derrière son service. Il est pourtant à 78% de première sur le match, mais simplement à 51% derrière, et en carrière le Z, c'est 74% derrière sa première, donc là, c'est le facteur essentiel. Alcaraz qui s'est gavé, que ce soit collé à la ligne avec des anticipations merveilleuses. Voilà, il a tout renvoyé, il a trouvé beaucoup de longueur également sur ses retours. Zverev incapable d'appliquer son plan de jeu, s'il y en a un. Mais là où Alcaraz m'a plu, c'est que c'était pas simplement un tennis champagne, il a aussi parfois aspiré Zverev au filet qui n'est qu'à 11 sur 22, donc on n'est qu'à 50% simplement, et derrière parfois des courses légendaire pour aller taper des passings d'un autre monde. De son côté, Zverev qui a beaucoup souffert parce que sa position sur le court n'était pas bonne face à Carlos Alcaraz. Là vous voyez Carlitos un pied à l'intérieur du court pour envoyer une saucisse dynamique en coup droit, et Zverev à 3 mètres de la ligne de fond a envoyé des ronds. Et forcément dans ces cas-là, tu vas te prendre des amortis, tu vas te prendre des services volés, tu vas te prendre des accélérations létales. Et là bon, il y a une séquence qui m'a tué sur le moment. Regardez le regard de Carlos Alcaraz, traumatisé avec la petite abeille posée sur son sac. Les abeilles qui ont mis du temps à disparaître. Nonobstant, performance de gala de la part de Carlitos, service volé ici, merveilleux, le cadre de la raquette qui claque sur le sol et on vient la déposer délicieusement ici. Il est à 15 sur 19 à la volée. On a retrouvé un très bon Alcaraz qui a donc molesté Zverev. Mes petites beautés, on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winami de Winamax. Vous avez un lien dans la description, un très joli lien qui vous offre jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur le site de Paris Sportif. Attention, cette offre est exclusivement réservée aux 18 ans et plus. Si tu as 17 ans et 351 jours, c'est pas possible. Alors les cotes et les pronos, on regarde Sinner à 1,62 face à Carlos Alcaraz. Sur le head-to-head, nous sommes à 3,4 pour Jannik Sinner. Deux clés de compréhension. La première, le tempo et la conquête de territoire. C'est un match-up depuis le début qui est compliqué pour Carlos Alcaraz, qui aime bien asseoir son jeu, vous l'avez compris, être à l'intérieur du court. Il devra imposer malgré tout son jeu face à une cadence folle de Sinner qui agit comme une dissuasion offensive. La deuxième clé, eh bien, c'est la victoire référence que chasse Alcaraz depuis l'été dernier, potentiellement ce match. Donc ça va être très important pour lui. Il est logiquement outsider. Je vois Jannik Sinner en 3-7. Le Medvedev, Paul, un tantinet plus déséquilibré sur le papier. Alors la première clé, c'est que Medvedev a fait de cette surface lente qu'il exécrait une force
parce que ça lui permet d'embourber, ça lui permet de faire forcer son adversaire. Et puis, je vous l'ai dit, il a amené quelques petites touches sur son jeu de relance. Après, le service a un peu baissé, mais ça compense. Paul, de son côté, qui est capable de produire du jeu, et ça c'est essentiel face à Medvedev. Il peut finir au filet, il peut accélérer, couper les trajectoires, faire du revers long ligne. Ça, ce sont des qualités qui vont être essentielles pour essayer de bien figurer face aux joueurs russes. Je le vois peut-être prendre son set, mais Medvedev gagner en 3 in fine. Et maintenant, avant de terminer mon café, je veux bien votre pronostic dans les commentaires. Qui va se qualifier en finale d'Indian Wells? Tournoi franchement plutôt sympa. Je trouve depuis le début pas mal de drama ici ou là. Et là, les abeilles, c'était le pompon complet. On se retrouve dimanche matin pour débriefer les demi-finales. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner du love, c'est-à-dire mettre un pouce, un abonnement, un commentaire. Je vous dis à dimanche. Je vous embrasse. Je vous embrasse.